Et bonjour, bonsoir si tu es arrivé sur cette VOD de review où je vais te parler du second arc de The Ancient Magus Bride. Ancient Magus Bride qui est une série qui sort chez Komiku, la petite maison d'édition, qui est une maison d'édition que moi j'adore personnellement, et qui donc sortent cette série qui, pour cette deuxième arc, sur lequel on va parler, se situe entre le tome 11 et le tome 19. Pour cette petite review, je te présenterai que les tomes à partir du tome 16, étant donné que j'ai déjà remballé les tomes précédents. Si tu as atterri sur cette review, mais que tu es juste intéressé par le second arc ou par la série, tout se casse la gueule à côté, mais que tu ne désires pas acheter le manga, sache qu'il est également disponible en animé et que ce second arc s'est terminé l'année dernière en 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas The Ancient Magus Bride, je vais faire un petit résumé. La chute. Les aléas du direct. C'est le chat imaginaire, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas The Ancient Magus Bride, c'est une série qui parle donc de Chise, qui est ce personnage roux, qui est une jeune fille qui est une japonaise qui a été délaissée par sa famille, qui a reçu les brimades de ses camarades en étant plus jeune, qui n'a jamais eu d'amis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle attire un peu le malheur, parce que il se trouve que Chise est ce qu'on appelle dans l'univers une Slave Vega, c'est-à-dire c'est une sorte de batterie de mana surpuissante qui attire à elle les êtres magiques, et notamment les fées, et autres créatures imaginaires, et qui vont un petit peu apporter le malheur autour d'elle, les fées étant, dans cet univers, attirées par les Slave Vega. Et au tout début de l'histoire, elle va être vendue aux enchères pour les sorciers, parce que les Slave Vega sont en général des personnes qui vont se retrouver à l'état d'esclaves pour servir les desseins des sorciers et autres magiciens qui sont prêts à payer le prix. Et cette Slave Vega va être achetée au prix fort par un sorcier, donc, du nom d'Elias, qui est un sorcier, mais aussi une sorte de créature. On ne connaît pas très bien son passé, et qui a la particularité d'avoir une tête de cerf, et de cadavre de cerf pour le coup. Et qui est l'un des sorciers les plus puissants de l'univers, mais qui ne connaît rien au rouage de l'humain, du sentiment, de comment on exprime ses sentiments, et finalement du savoir-vivre, de comment vivre même, si je puis dire. Et donc, suite à un premier arc qui était vraiment excellent, moi je vous invite à le découvrir, que ce soit en manga ou en animé. En animé, on a de la chance d'avoir une super bande originale. Donc, suite à ce premier arc, sur lequel il est arrivé plein de péripéties à nos héros, on attaque ce deuxième arc, qui est un arc dans lequel Chise et Elias vont aller à l'école. Ils vont se retrouver aller dans une école de mages. Alors il faut savoir que dans l'univers, sorciers et magiciens ne sont pas les mêmes castes. Les sorciers ont leur pouvoir en faisant des pactes avec les créatures imaginaires qui les entourent. Notamment dans Ancient Magus Bride, ça fait beaucoup appel au folklore anglais et irlandais, étant donné que l'action se passe là-bas. Mais dans les spin-offs, par exemple, on va avoir les sorciers qui vont plutôt s'inspirer, utiliser leur pouvoir, trouver source de leur pouvoir, d'une inspiration d'un folklore plutôt américain, nord-américain pour l'un, et français pour le second. Alors que les magiciens dans l'univers, eux, tirent leur pouvoir des sentiments et du mana, tout simplement. Ils se retrouvent donc à devoir retourner à l'école pour faire en sorte que Chise apprenne un petit peu les rouages du monde magique, parce qu'elle n'a pas du tout eu une éducation de mage, étant donné qu'elle était dans une école japonaise
réel, finalement, tout ce qui est de plus banal. Et donc il décide à la fois de faire ça pour lui inculquer du savoir magique, mais également parce que celle-ci doit être un peu sous surveillance des magiciens, et au cas où il y a un problème, ça les arrange plutôt pas mal de pouvoir régler ça en interne et pas à la vue de l'humanité. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc, du coup, maintenant ? Alors, je vais pas vous le cacher, autant le premier arc de The Ancient Magus Bride, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, c'est une de mes séries préférées, autant le deuxième arc, et on va surtout dire le début du deuxième arc, c'est vraiment d'un ennui profond. J'ai vraiment pas du tout aimé la première moitié, et c'est même plus que la moitié du coup, parce que c'est vraiment les 5 premiers tomes que j'ai là. Les 5 premiers tomes sont vraiment pas ouf. Et ça pour plusieurs raisons. Alors déjà, on quitte un peu cet univers féerique anglais, irlandais, ce folklore, pour vraiment passer sur une sorte d'énorme melting pot de folklore à l'école. Et c'est même pas tant un melting pot de folklore sur cette première moitié. En fait, c'est qu'ils ont énormément de camarades dans l'école. Enfin, Chissé a beaucoup de camarades. Elias servant de professeur, pour le coup. Et il va y avoir un peu de personnes de beaucoup de folklore, notamment ce personnage qui est en fait une gorgone. On va avoir d'autres personnages qui sont issus de familles nobles, d'autres qui sont issus de familles qui sont... alors pas esclaves de ces familles nobles, mais qui ont une relation de servants. Et en fait, l'entièreté de ces 5 premiers tomes, ça va servir à la fois à présenter tous les personnages de la promotion, et il y en a vraiment beaucoup, pour le coup, et de mettre en place des intrigues qui lient ces personnages. Donc on va en avoir qui sont assez solitaires, et Chissé va essayer d'apprendre à les connaître. On a des personnages où tout de suite on sait qu'un tel, en fait, sa famille, elle est un peu esclave de cette autre famille. On sait qu'il y a des personnages, leurs familles ont entièrement été tuées, etc. Et on a énormément d'informations sur ces premiers tomes, et qui arrivent de manière pas très bien distribuée, et c'est pas toujours très intéressant. Alors, pour être honnête, j'ai très peu de souvenirs de ces 5 tomes, parce que je les ai lus il y a... Le tome 15, je l'ai lu il y a 3 ans, pour le coup, pour vous dire. Ça sort tellement peu vite. Et c'est vraiment beaucoup trop d'informations, pas toujours intéressantes. Les relations sont tantôt un peu servies en mode « Tiens, vas-y, je te balance de l'information, comme ça. » Et des fois, ça arrive, mais c'est super lent à se développer. Et vraiment, ces 5 premiers tomes, j'ai pas aimé. Vraiment, c'est même pour ça que les 4 derniers, j'ai mis du temps à les lire. C'est que j'avais vraiment pas aimé la mise en avant des personnages, comment ça se faisait. Et en plus, on a donc l'histoire de fond de cet arc qui arrive sur le tome 14 et 15 de souvenirs. C'est que y a un grimoire magique interdit qui a été volé à l'école, dans les souterrains de l'école. Et ce voleur est enfermé avec les élèves dans l'établissement. Sauf que ce voleur attaque les étudiants pour leur voler du mana. Enfin, il attaque des gens dans l'école pour leur voler du mana. Ce qui fait que c'est un petit peu une situation de crise à l'école, parce que à la fois il faut pas alerter tout le monde, mais en même temps il faut réussir à trouver qui c'est. Et c'est là qu'on attaque du coup la deuxième partie de l'arc, où ça va être vraiment cette alors pas course-poursuite, mais cette enquête pour savoir qui est le coupable, et essayer de le confronter et de connaître ses agissements et ses motivations. Sachant que ce second arc, du coup, est pas mal lié à certaines histoires de certaines familles qui sont présentées dans le premier arc. Alors, sans trop rentrer dans les détails, je trouve que pour le coup, la fin de l'arc
est vraiment beaucoup plus intéressante. Une fois on s'est bien souvenu de ce qu'il y avait dans les premiers arcs, enfin dans le début du second arc, pardon, ça fait beaucoup plus sens, même s'il y a toujours des relations ou des mises en avant qu'il y a eu au début de l'arc qui sont vraiment inutiles. Mais c'est vraiment à partir de cette seconde moitié où on commence à comprendre, et dès qu'on a que les personnages ont compris qui était le coupable et pourquoi il agissait ainsi, qui encore une fois est une histoire, comme pour le premier arc, de sentiments, pour le coup, euh, avec le méchant de la première partie, je vous spoil pas, mais c'était un ennemi qui faisait ça par amour. Et ben là, on va se rendre compte que euh, la personne qui a dérobé le, le grimoire fait ça par amour de ses parents et par volonté de ne pas faillir à sa tâche de la famille et rendre heureuse sa grand-mère, qui n'aime pas du tout sa petite fille pour le coup. Euh, Comme je disais, c'est beaucoup plus intéressant. On recommence à avoir un peu plus de personnages du folklore anglais. Voilà, notamment avec, alors j'ai peur de dire une bêtise, Morrigan, pour le coup, qui est une déesse irlandaise très connue, annonciatrice de l'hiver, de souvenirs, et qui était apparemment arrivée dans les 5 premiers tomes du deuxième arc. Alors je m'en souviens pas du tout. Et du coup, à ma relecture, ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et un petit peu en Deus Ex Machina, mais je suis sûr que si je relisais le tout d'un coup, je pense que je trouverais un peu plus de sens à son arrivée. Et on comprend aussi toutes les ficelles qu'il y a eu entre les familles, pourquoi il y a certaines familles qui se sont vues entièrement décimées par des inconnus, et en fait on se rend compte que l'ensemble des agissements qui ont été décrits, tout ça en fait a une cohérence, et tout ce jeu un petit peu politique des familles qui se passe dans le background des personnages, on se rend compte que la plupart sont liés. Et que Shisei finalement se retrouve un petit peu mêlé à tout ça. Je dirais pas que la deuxième moitié a rattrapé l'arc. Je pense que c'est quand même toujours pas un arc raté, mais un arc qui n'a pas su renouveler l'essai du premier arc. Il y a pas mal de alors pas de Deus Ex Machina du coup, parce qu'il y a quand même une raison de l'arrivée de certains personnages, mais c'est pas résolu très vite non plus. Mais c'est... s'il y avait un petit tome supplémentaire sur cette deuxième arc pour un petit peu plus calmer le jeu, ne pas faire en sorte que le combat de fin soit un peu trop expéditif, un petit peu pour ralentir le rythme, ça aurait été pas trop mal, hein, je trouve. Après également, finalement, tout l'intérêt de Elias, qui est de un peu découvrir les relations humaines, etc., de se découvrir lui-même. Pour rappel, Elias, de ce qu'on a compris dans le premier arc, c'est un peu une création, une engeance un peu démoniaque qui fait peur. Pour le coup, il est même surveillé, on le sait, par l'église au tout début du récit. Du coup, cet aspect-là, on le retrouve beaucoup moins dans le début de l'arc, mais on le retrouve un petit peu plus dans la deuxième partie de l'arc. Mais c'est... En fait, il ressent de la compassion pour un autre être qui a été créé, mais en fait, c'est un petit peu coupé très court dans l'histoire à cause d'un événement dans le récit. Ce qui fait que ça a très peu d'intérêt. Je me souviens aussi, et par un souvenir qui est raconté dans la deuxième partie de l'arc, qu'à un moment, Elias essaye de faire des trucs pas très légal dans l'école, et finalement ça n'a aucune répercussion, on sait pas pourquoi il l'a fait. En fait, on sait qu'il a essayé de lire le livre interdit, mais on sait pas pourquoi, finalement. Et on arrive sur cette fin d'arc avec une sorte d'engeance spatio-temporelle qui est invoquée, et donc avec lequel les enfants vont devoir combattre et expédier
euh, avec donc le dénouement de cet arc. Alors, ce qui est bien cependant, c'est que ce dernier tome a ouvert sur plus d'intrigues avec les familles qui étaient mises en place dans le début de la deuxième partie. Et ça, je trouve ça plutôt bien du coup, qu'on n'ait pas eu un arc où on a fait énormément de création de lore autour des personnages, de chara-building, de background, qui finalement ne servira à rien. On sait déjà de base, à peu près, que cette histoire de grimoire va revenir parce que les personnages le disent à un moment, et il y a une sorte de gros cliffhanger d'un autre tierce personnage, où on sait, c'est bizarre, la personne qui est supposée avoir volé le grimoire, elle aurait jamais pu le voler toute seule, donc c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu manipuler les gens qui étaient déjà manipulés. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment sympa, ça annonce la couleur sur quelque chose qui a déjà été très bien mis en place dans l'arc 2, et c'est ce qui fait que, moi je dirais que cet arc a quand même un intérêt. Je comprends le fait qu'on puisse se dire, ok, le premier arc était vraiment génial, on arrive sur un arc School Life un petit peu plus posé, on va mettre énormément de background aux personnages pour ensuite aller sur quelque chose d'encore plus incroyable. J'espère en tout cas que ça va se passer comme ça. Et donc si je devais résumer, mon avis c'est pas si mal, mais aurait pu mieux faire. On va le dire comme ça. Est-ce que c'est une série que je vous conseille? Oui, je vous conseille toujours Jansen Magus Bride. Je vous conseille également les spin-offs, surtout celui à Paris, qui est vraiment génial. On n'a pas eu de tome depuis un bout de temps maintenant, malheureusement. J'espère qu'avec le tome 20, que je vais lire bientôt, je pense, que ça annonce quand même du bon. Et j'espère un petit peu retrouver la magie des premiers tomes, et surtout ce folklore anglais, britannico-irlandais, qui vraiment, je trouve, faisait la force de The Jansen Magus Bride. Parce que finalement, les légendes celtes, c'est surtout de la légende celtique, hein, on va pas se le cacher. Tout ce qui est légende celtique, on le retrouve très peu, finalement, je trouve, en manga. Et du coup, ça a amené un petit vent frais, avec des sujets vraiment très très cool. On a pu le voir, hein, mais le trait... Alors maintenant, il peut faire pâle figure, comparé à ce qu'on a eu. Mais à l'époque, c'était quand même le haut du panier. Toujours énormément de références à la culture musicale, notamment au nom des chapitres. Toujours une ambiance, une esthétique, proche de l'horrifique parfois. Comme vous avez pu le voir à la fin du tome 19. On est quasi sur de l'horrifique parfois. Et je trouve que c'est une série qui visuellement marche toujours très bien. Voilà, là on l'a vu. C'est une série qui visuellement marche toujours très bien, mais dont le sujet s'est un petit peu perdu avec cet arc. Donc j'espère vraiment qu'on va retourner sur les premières bases de ces contes celtiques racontés à l'ère moderne. Et qu'on va notamment aussi revoir des personnages qui avaient été un petit peu mis à l'écart durant ce deuxième arc. Notamment Silky, qui est un esprit de jeune femme qui s'est réincarné en une sorte de fantôme finalement, mais qui a toujours le droit, pour le coup, à ces petites cases de Yonkoma au début, avec une histoire toujours un petit peu mignonne. Et ça, je suis très content qu'on l'ait toujours, parce que j'adore le personnage de Silky, parce que je le trouve très très marrant. En tout cas, si vous avez des questions sur cet arc, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette VOD. N'hésitez pas non plus à mettre un petit partage, un petit j'aime, ça, ou vous abonner, tout simplement. Ça ferait très très plaisir et ça soutiendrait vraiment beaucoup cette chaîne. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite review de ce deuxième arc et je vous souhaite une bonne journée.